Ok. Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art. Nous sommes le 13 mars 2007 à l'Université Paris Diderot, sur le campus de Jussieu. La visioconférence d'aujourd'hui sera sur Gus Boffa et le salon de l'araignée. Je reprendrai une petite phrase que nous a donnée Bernard Bois, qui cite François Mauriac. L'artiste est menteur, mais l'art est vérité. Le sujet sera dirigé par Marie-Hélène Grossos, qui va nous parler du Salon de l'Araignée. Puis François Robichon nous parlera de la photographie au Salon de l'Araignée. Luc Monod interviendra à propos du livre illustré moderne. Charlotte Valigora nous parlera des peintres et des caricaturistes de l'immigration russe. Et Kirill Makrov nous parlera aussi des peintres et caricaturistes de l'immigration russe. Voilà, donc je donne la parole à Marie-Hélène Grossos qui va ouvrir le sujet. Bonjour, je voudrais vous parler du Salon de l'Araignée, qui est un salon qui est passé un petit peu à la trappe et aux oubliettes, bien que ce soit un salon extrêmement novateur. Il est extrêmement novateur parce qu'il regroupe de jeunes artistes et il met à l'ordre du jour la fantaisie étant l'égale de la création. Pour ce faire, Gus Boffa s'est entouré de nombreux artistes avec toutes sortes de disciplines, puisqu'on retrouve le dessin, la peinture, la sculpture, la gravure, la porcelaine peinte, les pantins et poupées, les bijoux, les luminaires et la photographie, tout à fait en dernier ressort au salon de 1930. Voilà. Donc pour ce faire, je voudrais que parle François Robichon qui nous parlera de justement l'arrivée de la photographie dans les galeries. Et si j'ai bien compris. Et ce qui serait bien, Marie-Hélène, c'est aussi, il faudra quand même à tout prix montrer votre site, oui. Gus Boffa, qui est vraiment fantastique. Et pour ceux que ça intéresse, vraiment, on se régale avec ce site parce qu'on peut apprendre des tas de choses. Alors, on donne la parole tout d'abord à monsieur François Robichon, qui va parler de la photographie au Salon de l'Araignée et la photographie qui arrive dans les galeries. Hop. La photographie au Salon de l'Araignée arrive effectivement à la fin du Salon de l'Araignée, puisque ça ne concerne que le dernier salon qui a lieu en 1930, ce Salon de l'Araignée ayant démarré en 1920, juste après la guerre, donc après d'ailleurs une interruption de plusieurs années. Ce Salon de l'Araignée, effectivement, est peu connu encore des historiens d'art. Et dans l'histoire de la photographie, il n'apparaît qu'assez récemment. Pendant très longtemps, effectivement, on a une histoire de la photographie dans l'entre-deux-guerres qui ne cite même pas le Salon de l'Araignée. Depuis quelques années, dans des anthologies de textes et dans un certain nombre de monographies des photographes qui ont figuré au Salon de l'Araignée, on voit apparaître effectivement ce salon de 1930 dans les bibliographies. Donc il y a une progressive prise de conscience que ce salon de l'Araignée de 1930 pour la photographie est finalement une date importante. Alors pourquoi ? Parce qu'on voit apparaître effectivement dans ce salon des photographes qui font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle vision et qui n'avaient pratiquement pas le droit de citer à Paris et sur la scène française. Ces photographes modernes, d'avant-garde, qui ont en général commencé leur carrière vers 1925, n'ont pas le droit de citer car à Paris, dans les années 20, domine encore pour l'essentiel la photographie pictorialiste, plasticienne, et qui effectivement rejette systématiquement ces avant-gardes. Avant ce salon de 1930, on a un salon
c'est le salon dit de l'escalier, parce qu'en fait, il s'est tenu dans les escaliers du théâtre des Champs-Élysées, et qui donc a présenté pour la première fois un ensemble d'artistes, à la fois, on va le voir, français et d'origine étrangère. En fait, c'est toute la grande immigration de l'Europe centrale qui est venue s'installer à Paris et qui va constituer effectivement une sorte de milieu, de noyau de l'avant-garde photographe parisienne. Avant ce salon de 1928, il n'y a rien en France. Le salon de l'Araignée, c'est 2 ans plus tard. Et c'est entre 1928 et 1930, il n'y a pas d'autres manifestations. Alors, comment est imaginée cette section photographique du salon de l'Araignée? Il y a un personnage, Carlo Rim, qui est un dessinateur qui a été très présent depuis le début au salon de l'Araignée, qui en même temps était un directeur d'une grande revue qui s'appelait Jazz et qui consacrait beaucoup de place à la photographie, qui a certainement effectivement fait la liaison entre le salon de l'Araignée et ces milieux de l'art photographique d'avant-garde, car j'ai comparé l'ensemble qui est présenté au salon de l'Escalier en 1928 et ce qui est présenté au salon de l'Araignée en 1930, et il y a de très grandes similitudes. La première, c'est qu'effectivement, il y a une section historique, rétrospective. Ce sont les deux mêmes rétrospectives, à savoir une rétrospective de photographie de Nadar, considéré à ce moment-là comme le père de la photographie. Il y a des expressions, on dit c'est le Manet de la photographie. Enfin, c'est l'homme qui invente le portrait photographique. Et la deuxiime grande rétrospective, qui est plus originale et plus curieuse en fait pour l'époque, même si aujourd'hui c'est un photographe reconnu internationalement, c'est une rétrospective Adjay. Donc Adjay, c'est un photographe qui est mort en 1927, qui n'est connu que des milieux surréalistes, un petit peu, qui a trouvé effectivement en Bérénice Abbott un peu sa mère, et qui effectivement n'a pratiquement pas de notoriété. Donc le salon de l'Escalier fait une petite rétrospective Adjay que l'on retrouve plus développée au salon de l'Araignée en 1930. Alors, cette section photographique, à travers la revue de presse que j'ai pu faire, quand la Bibliothèque nationale n'est pas fermée ou ne rend pas inaccessible ses collections de périodiques, comme depuis 15 jours ou 3 semaines, effectivement, est intéressante parce que on a un mouvement général, un jugement général qui est quand même très réservé. Beaucoup des critiques d'art du moment se demandent pourquoi il y a une section de photographie et quelle est cette prétention de la photographie à vouloir égaler les grands moyens traditionnels de l'art que sont la peinture, le dessin. Et finalement, l'accueil n'est pas très bon. Carlo Rim, visiblement, a voulu faire une tentative originale et qui n'a pas toujours été bien ressentie. Alors, effectivement, elle l'est mieux dans les supports de presse qui sont, je dirais, entre guillemets, amis avec le Salon de l'Araignée et Gus Boffa. Mais pour les revues d'art traditionnelles, effectivement, ça ne s'impose pas. D'autant moins que cette photographie d'avant-garde, je vais dire un mot bien sûr, n'est pas encore rentrée dans les mœurs en France. Souvent on marque effectivement l'entrée sur la scène française de cette photo d'avant-garde avec la publication du livre Métal de Germaine Krull en 1927, qui est passé un petit peu inaperçu au départ, mais qui a rapidement été un livre culte. Excusez-moi, je ne connais pas ce livre, vous dites Germaine ? Mais Germaine Krull, K-R-U-2-L, Germaine Krull, qui est et donc ça n'est pas encore rentré dans les mœurs et beaucoup de critiques d'art considèrent qu'effectivement c'est une mode passagère qui passera comme beaucoup de modes et on reviendra à une belle photographie traditionnelle comme on sait toujours la faire en France. Donc il y a beaucoup de débats autour de cette présence photographique. Il faudra effectivement attendre les années 30 pour que se développent effectivement des salons
d'art photographique et que se multiplient les publications. En 1930, c'est encore une chose assez rare. Hein. Donc c'est ce qui donne aussi, je dirais, la valeur de cette section du Salon de l'Araignée en 1930, car ça reste encore un geste, je dirais, courageux, voire audacieux. Alors, paradoxe, mais qui n'en est pas un, effectivement, l'essentiel de la presse s'intéresse à quoi dans ce salon? Ben, ce qu'il connaît. Alors, la rétrospective Nadar, bien sûr, tout le monde connaît Nadar. Adjay, d'ailleurs souvent orthographié d'une façon assez fantaisiste, qui montre qu'il n'a pas une notoriété si grande que cela, mais vous connaissez Adjay, ce sont des vues de Paris traditionnelles. Etc. Donc c'est la photographie documentaire française qui effectivement est facilement accessible. Et puis, et là c'est un petit sourire en passant, des photographies anciennes de la fin du 19e siècle, dites légères, qui sont tirées de la collection personnelle de Dignimont, le dessinateur illustrateur, qui était connu pour avoir une collection très importante de ce qu'on appelle des curiosas, c'est-à-dire des photos érotico-pornographiques. Alors, je pense qu'effectivement, au Salon de l'Araignée, on a dû présenter plutôt des photographies douces, gentiment érotiques, mais l'essentiel des critiques d'art se sont appesantis sur des photos donc qui ne sont pas d'avant-garde et pas du XXe siècle, des photographies de Dignimont. À peu près les 3/4 des articles couvrent cela. Et alors, nos photographes d'avant-garde, mais effectivement, ils passent un petit peu à la trappe souvent. Effectivement, on donne une liste. Alors voilà, cette liste, puisque Madame Grossos m'a aimablement donc passé le catalogue du salon de 1930, finalement regroupe ce qui est un peu la quintessence de l'avant-garde française en 1930, qui est pour partie des photographes d'origine française, mais pour une très large partie, effectivement, ces photographes qui sont venus d'Europe centrale, et ce sont finalement eux qui ont apporté cette nouvelle culture. Alors ce sont aujourd'hui des noms qui sont tous très connus, qui sont devenus des photographes célébrissimes, comme Bérénice Abbott, qui était l'assistante de Man Ray, qui a rencontré d'ailleurs effectivement Adjay à la fin de sa vie, et c'est elle qui a acheté à la mort d'Adjay en 1927 le fonds des négatifs qui se trouve maintenant aux États-Unis. On a André Kertész, qui est maintenant, qui est lui aussi célébrissime, qui était hongrois, qui est venu s'installer à Paris dans les années 20. Germaine Krull, qui est en fait d'origine allemande, polonaise, formée en Allemagne et qui est donc venue elle aussi en 1924. Ergi Landau, qui est une femme hongroise, formée à Vienne et à Berlin, qui a ouvert un studio à Paris en 1924. Élie Lothar, roumain, qui lui aussi ouvre son studio à Paris en 1930. Et le plus connu d'entre tous aujourd'hui, parce que ça a été le théoricien de la photographie d'avant-garde dans ces années-là, c'est Laszlo Moholy-Nagy, qui est professeur pendant de nombreuses années au Bauhaus, et qui enseigne, qui est le théoricien de la nouvelle photographie, et qui donc marque cette histoire avec une grande exposition en 1929 à Stuttgart, qui a lancé véritablement la nouvelle photographie et a exposé un certain nombre de ces photographes, dont quelques Français célèbres, comme Emmanuel Souget, qui était le grand patron du service photographique de l'Illustration, qui était le principal journal illustré de l'époque, et à ce titre très influent. Et Maurice Tabar, qui est un photographe qui a été formé aux États-Unis, revenu en France, et qui lui dirigeait les réalisations graphiques et publicitaires d'une très grande agence qui s'appelait De Berny et Peignot, dans laquelle se sont formés de nombreux photographes, dont Roger Paris, qui est aussi dans l'exposition, qui s'est fait connaître par des illustrations photographiques très originales qu'il avait faites pour l'édition d'un recueil de poésie de Léon-Paul Farge qui s'appelait Banalité, qu'on retrouve aussi dans le Salon de l'Araignée de 1930. Alors, une question, vous n'auriez pas quelques reproductions de ces photos? Non, alors effectivement, ce qui est alors, un peu faire pour ceux que ça intéresse, paradoxal, c'est que dans la presse de l'époque, il n'y a absolument aucune reproduction de ces photographies. Pour des problèmes techniques, peut-être ?
Oui, je pense aussi souvent ce sont des très courtes notices et donc on arrive difficilement à savoir de tous ces artistes, sauf pour Roger Paris, puisque là on connaît l'ouvrage de Léon-Paul Farge, illustré, quelles sont effectivement les photos qui précisément étaient dans le salon et non pas... Alors effectivement, quand on regarde la liste, c'est parfois très difficile à déterminer pour un certain nombre. Quand on a portrait, nature morte, études, c'est très difficile de savoir. Mais à votre avis, on les trouve à la bibliothèque Sainte-Geneviève, madame, peut-être? Non, ça m'étonnerait beaucoup. Simplement. C'est pas au fameux fort où il y a toutes les fonds photographiques, non? Non, ça demande... Quand Madame Doineau est venue, elle nous a parlé de cet endroit où se sont stockés tous les grands fonds photographiques de France. Les grands fonds photographiques de France, ils sont au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. Oui, ils sont aussi dans... Surtout, comment s'appelle le fort, surtout. là voilà. Alors, à ce propos, il y aura une exposition à Jet prochainement à la Bibliothèque nationale. Oui, mais il y a le fameux fort, absolument. Qu'est-ce qu'il a dit ça tout à l'heure? Non, c'est oui, mais il n'y a pas de photos photos de ces gens-là. Hein. Ah bon, c'est pas des Cartèches. Non. Donc éventuellement, ça demanderait, pour ne rien vous cacher, vu le temps imparti, ça demanderait une très longue recherche pour effectivement retrouver chacune des photographies. Et vous n'avez pas dans votre recherche photographique, vous n'avez pas des fonds, vous n'avez pas des photos qui peuvent nous permettre de voir ce dont vous parlez? Non. Ce serait possible d'en trouver sur un relativement long terme pour effectivement s'assurer effectivement que ce sont bien des tirages qui ont été exposés dans ce salon et non pas tel ou tel. Alors pour Adjé c'est possible, pour les Vinimont, vous voyez photos anciennes, c'est absolument indécidable. Anton Artaud d'ailleurs sont des photographies d'Élie Lothar, je ne sais absolument pas ce que c'est. Pour Abbott, vous voyez les titres, photographies, etc. Pour beaucoup de photographes, c'est très difficile de savoir. Certains d'entre eux, comme Gergely, qui est un photographe hongrois, il n'y a pas véritablement de fonds en France. Donc c'est un très très gros travail pour retrouver effectivement. Oui, mais voilà. Il faut en parler pour que tout d'un coup, des gens vous disent oui, je sais où. C'est comme ça qu'on procède un peu ici. Hein. Très bien. Bah écoutez, je suis preneur. Oui. Excusez-moi, vous pouvez recommencer Pardon. parce que ça peut être enregistré. Oui, non, je disais, pour Kertész, par exemple, vous trouverez sans problème dans les monographies sur Kertész, on peut retrouver les titres des photos. Voilà, c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai que pour si d'autres on fait un livre photographes... sur le salon de l'araignée, la photographie pourra quand même avoir des gens. Je serais disposé à faire un travail effectivement qui permettrait... Même tous les gens de l'association, on peut parfois par recoupement trouver, comme dit monsieur, des éléments. Quoi. Absolument. Pour qu'on se rende compte au moins, parce que là on ne peut pas tellement juger. Alors effectivement, la presse là n'est pas d'un grand secours puisqu'effectivement, en général, elle n'a rien reproduit. Non, mais je dirais que paradoxalement, c'est maintenant qu'on peut retrouver beaucoup plus avec la sortie de la photographie, la plus-value extraordinaire sur la photo ancienne, etc. Et donc les fonds sont retrouvés pour la photographie hongroise. Il y a des spécialistes sur Paris, Csaba Moros par exemple, qui est un très grand spécialiste de la photographie hongroise. Il y a une galerie à Budapest qui présente des travaux sur la photographie hongroise. Et donc maintenant, on peut rétrospectivement retrouver toutes ces photos beaucoup plus facilement. Si elles ne sont pas détruites, si les familles ne sont pas détruites, on peut retrouver des choses. Non. Et on retrouve encore des fonds photographiques. Non, c'est simplement... Et ça aussi, ça serait intéressant virtuellement de reconstituer la section photo. Mais vous voyez, par exemple, pour le Molinage, on a photographie, point. Effectivement, c'est pour l'instant, à travers ce que j'ai lu dans la presse ou Élie Lothar, c'est très très difficile de savoir quelle photographie était présentée. Pour Roger Paris, c'est facile, par exemple. Simplement se rendre compte un peu du style de l'artiste. Ah oui, d'accord. Oui. Pour se rendre compte, quoi. Mais l'ensemble est cohérent, sauf effectivement les rétrospectives de photographie ancienne, c'est véritablement la photographie dite de la nouvelle vision qui est présentée. Vous voyez que c'est pas très rigoureux parce qu'on a aussi des poèmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par nouvelle vision, c'est-à-dire Alors, il y a un vaste sujet. C'est toute cette nouvelle esthétique d'une photographie entre guillemets pure, c'est-à-dire qu'elle cherchait effectivement de nouveaux modes d'expression. C'est tout le manifeste que constitue le livre de Germaine Krull, qui met en œuvre de nouvelles techniques, la solarisation, la surimpression, le photomontage, et le cadrage en contre-plongée, etc., qui donne effectivement une façon de percevoir la réalité très différente de ce qui est fait
jusque dans les années 20 couramment, à la fois à travers la photo documentaire et la photo pictorialiste. D'accord. Ok, donc, vas-y Marie-Hélène, Bon, je remercie donc François Robichon. Et cette communication sera continuée dans le livre sur le Salon de l'Araignée. Alors, va être continuée par Luc Monod qui va nous parler du livre moderne, parce que le but de BOFA au Salon de l'Araignée, c'était aussi de créer une maison d'édition. Cette maison d'édition est un avatar de l'araignée, c'est la banderole, créée par Malexis Macorlan, et son nom m'échappe là. Et le Salon de l'Araignée a fait la part belle à l'édition de luxe et aux livres illustrés. Donc, je crois que Luc peut nous en parler beaucoup mieux que moi-même. Alors, Luc Monod. Oui, donc bonjour. Donc effectivement, on va aborder le problème de ce que l'on appelle en jargon de libraire le livre illustré moderne. Le livre illustré moderne donc s'oppose, si j'ose dire, non, il ne s'oppose pas d'ailleurs, il est la suite du livre illustré romantique, qui est lui-même la suite des grands livres illustrés du XVIIIe siècle, du XVIIe et du XVIe. Au début, le livre était illustration et était illustré. De gravures sur bois. L'illustration était d'ailleurs partie prenante du texte, puisqu'on sculptait, on gravait en même temps le texte et les illustrations, dans les premiers livres en xylographie. Et c'est après l'invention du caractère mobile, que l'on intègre l'illustration dans le livre. À partir du moment où il y a le caractère mobile, tout est dit, qu'on attribue à Gutenberg, à tort ou à raison, et après, donc, on intègre des illustrations, donc, beaucoup de livres religieux au départ, et puis après, le livre, donc, s'ouvre petit à petit. Bon, je ne vais pas vous faire un historique du livre illustré, ensuite, vous avez tout le XVIIe, tout le XVIIIe, vous avez des choses à nous montrer, là, les fables de La Fontaine illustrées par Oudry. Ensuite, à partir de l'industrialisation, oui. Vous pouvez le montrer, il n'y a pas d'illustration, mais bon. À partir de l'industrialisation du livre au XIXe siècle, c'est donc le livre romantique qui se développe avec toute l'illustration, et on aborde le livre de peintre avec le premier grand livre de peintre qui est donc le livre de Faust, le Faust illustré par Delacroix, qui est le premier ouvrage illustré réellement par un peintre, en 1819, si je ne me trompe. Après, le premier grand livre moderne, que François Chapon et d'autres posent comme un des précurseurs, c'est le fleuve avec les eaux fortes, le fleuve de Charles Cros avec les eaux fortes de Manet, qui est un des premiers grands livres de peintre, et après Le Corbeau d'Edgar Poe avec aussi des eaux fortes de Manet, 1875. Ah, c'est bien parce que là, ce sera après, mais il faut que vous oui, parliez avec Madame Esmin, parce que là... Madame Esmin, voilà. Madame Esmin, si j'ose dire, est à l'autre bout de la chaîne, puisque j'ai le plaisir d'exposer Jeanne Esmin dans ma galerie dans les années 90, et elle a fait des livres, donc à la fin de la période que je couvre, à la fin de la période du siècle, puisque moi je m'arrête en 75, c'est un peu une date symbolique, pour des raisons de date butoir, il faut toujours donner un début, une fin. Moi, j'ai commencé cette bibliographie, donc, qui était une bibliographie à vocation exhaustive des livres illustrés par les peintres et les graveurs du XXe siècle. C'est un travail énorme. Je la commence en 1875, puisque c'est donc le fleuve de Charles Cros et Manet, et je la finis en 1975, puisque l'ayant commencé en 85, il fallait que j'ai un peu de vision historique pour pouvoir arrêter. Et en plus, il se trouve que par hasard, 75, c'est la première crise pétrolière, c'est la fin d'une certaine ère du livre que l'on vit en ce moment avec une fin beaucoup plus radicale actuellement, si vous voulez. Bon, mais là, ça serait rentrer dans une discussion philosophico-politique et qui n'a pas lieu d'être ici pour l'instant. Et donc, disons que 75, c'est un peu la fin d'une ère. La fin du livre illustré. Alors, pas seulement pour le livre, pour l'art en général. Donc, si vous voulez, le livre romantique s'arrête dans les années 50-60. Ensuite, le relais se fait pas, bien sûr, à date fixe. C'est une évolution lente. Et en 1875, on commence donc le livre moderne illustré, où ces livres sont beaucoup plus modernes que certains livres bourgeois des années 60 ou des années 50, etc. Donc, voilà. Donc, ce projet de bibliographie voit le jour en 85 avec Claude Coulet, dont la librairie a d'ailleurs disparu récemment.
Donc il me dit, je n'ai jamais voulu rééditer le Carteret, qui est donc une bibliographie qui couvre des 1875 à 45, parce que c'est totalement incomplet, ça va pas assez loin. Je lui dis, bah, si tu veux, on lance une bibliographie qui aura pour vocation de couvrir toute cette période, donc de fusionner toutes les bibliographies existantes et de reprendre toutes les informations existantes, et si possible, de voir les livres. Pour comprendre votre cheminement, voilà. vous êtes spécialiste. Moi, j'étais libraire, voilà, donc je crée ma librairie en 82 à la Bastille. Et en 85, bon, moi, je commence à travailler avec Claude Coulet et on commence à évoquer ce problème. Et puis, comme je le dis dans la préface, au cours d'un déjeuner, voilà. Au cours d'un déjeuner même pas arrosé, on lance ce projet idiot de bibliographie, au contraire, ouais. Mais qui aurait nécessité une équipe complète de 20 personnes, etc. C'est toujours pareil, on n'a jamais d'équipe. C'est toujours pareil. Voilà. Je ne ferai pas de commentaires sur le rôle de la Bibliothèque nationale dans cette affaire, voilà. Et finalement, quelques années plus tard, excusez-nous. Ah non, de la Bibliothèque nationale, non, Yves Perret a été un des grands soutiens à cette époque. Et je dois dire que Yves Perret m'a beaucoup aidé. Emmanuel Leroy-Ladurie, le conservateur de l'ABN, m'a beaucoup aidé. Et comme je le dis dans la préface, des gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues m'ont poussé à le faire, et j'ai donc transformé en positif des ennuis. Mais bon, super, voilà. On met tout le temps les bâtons dans les roues, voilà, c'est pour ça qu'on continue. Absolument, exactement. L'opposition permet de construire, donc c'est très bien. Et donc, c'est vrai que, vous voyez, on a des notices assez sommaires, comme là, vous voyez, lithographie originale, je n'ai pas vu le livre, je n'ai pas d'autres informations, j'ai juste, voilà, c'est cité par un libraire, donc j'ai trouvé cette information sur un catalogue. Après, sur les auteurs, effectivement, on les trouve. Et alors là, par exemple, vous avez une notice d'un livre que j'ai vu, les poèmes de Charles d'Orléans illustrés par Matisse. Donc là, la collation est beaucoup plus précise. Vous avez le tirage, l'achevé d'imprimé, la date exacte, les imprimeurs, etc. Les sources. Donc Roche, c'est le peintre et le livre, c'est un catalogue de libraire. Kramer, c'est le catalogue raisonné des livres illustrés par Henri Matisse. Le Centre national d'art contemporain, c'est un catalogue. Artist and the Book, c'est un très bon livre qui répertorie justement le livre illustré par les peintres. François Chapon, pas besoin de le présenter, c'est le spécialiste des livres illustrés. 50 livres, c'est le livre de la Bibliothèque nationale qui répertoriait les 50 livres phares du XXe siècle, et du Thuy, donc c'est un catalogue, le catalogue raisonné de Matisse. Et question bête, vous pensez peut-être passer ça ensuite sur un site internet qui serait écoutez, il est sur internet depuis le début, en format réduit, c'est-à-dire que vous avez l'auteur, le titre, l'illustrateur. Quelle est l'adresse dans ce cas-là? lucmono.com, mais c'est un site qui est un peu en jachère pour l'instant. Mais par contre, toute personne qui voudrait travailler peut me contacter, et j'ouvre mes archives gratuitement. Et moi aussi, pas de problème pour les éditions Aréar. Donc voilà. Tous. Donc bienvenue. C'est assez difficile, vous avez remarqué. Mais c'est assez amusant. Depuis quelques années, j'ai un silence radio absolument total et assourdissant sur ça. C'est assez général, vous inquiétez pas. Voilà. Je pense que, vu l'avenir politique de la France, ça risque d'être même assez généralisé rapidement. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Non, mais vous inquiétez pas. Puisqu'on a quand même des citations. C'est un miracle ici, alors. On a quand même des citations littéraires assez honorables de la part de certains personnages politiques, du genre toute personne qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça me rappelle un certain Adolf Hitler. Il ne manque plus que des commentaires sur la culture, et la boucle sera bouclée. Là, quand même, oui, il y a des retours de l'histoire, mais enfin, on ne va pas citer Karl Marx. Elle se répète en balbutiant. Bon, d'accord. Enfin, je pense que là, il faut quand même attirer l'attention. Alors, pour revenir au salon de l'araignée. Revenons à l'araignée qui faisait son combat à son époque. Voilà. Et donc voilà un bref panorama du livre illustré moderne. Donc pour en revenir à l'araignée, en faisant cette bibliographie avec un programme que j'ai eu beaucoup de mal à développer d'ailleurs, et qui a été une vraie gageure, on s'aperçoit, si on prend donc la période 1875-1975, je répertorie grosso modo 12 000 livres illustrés, moins ceux que j'ai oubliés, et par un hasard de l'histoire assez amusante, on a 4000 auteurs, 4000 illustrateurs et 4000 éditeurs. C'est une arithmétique qui n'a pas de justification. Illustrateur, éditeur, on pourrait trouver une justification, mais auteur, comme j'ai pris les auteurs de tous les siècles et de tous les pays, traduits en français, illustrés par des procédés dits nobles, il n'y a pas de logique à ce qu'il y ait aussi 4000 auteurs. Mais on se retrouve dans cette arithmétique. Ensuite, on s'aperçoit que le pic de création du livre illustré moderne est clairement les années 20.
puisque donc 12 000 livres sur 100 ans, ça fait une moyenne grosso modo de 120 livres publiés par an, ce qui est déjà quand même beaucoup, pour des éditions qui vont de quelques exemplaires à quelques milliers d'exemplaires au plus, hein, puisque pour obtenir quelques milliers d'exemplaires, il faut obligatoirement des procédés photomécaniques. C'est vrai que pour l'eau forte, pour la lithographie et pour la gravure, quelle qu'elle soit, on peut difficilement avoir des tirages très importants. Dali, avec sa gravure sur bois, c'est 5000 exemplaires pour la Divine Comédie, mais le fleuve de Manet, c'est 100 exemplaires, 120 exemplaires, voilà. Donc on est entre 3 exemplaires, sinon c'est plus un livre, c'est un unique, jusqu'à, on va dire, quelques milliers, 10 000 maximum exemplaires, voilà, grosso modo. Et donc on a donc à peu près 120 livres publiés par an, sauf dans les années 1920-1930, où là on monte entre 250, 300, 400, 500, voire 600 livres. C'est-à-dire que dans les années 20-30, j'ai pas les statistiques là sous les yeux, je peux les trouver facilement, on produit 2 à 3 livres par jour de bibliophilie. Hein. C'est quand même invraisemblable. Quand on voit la qualité en plus des 10 livres, c'est-à-dire que souvent c'est des eaux fortes en couleur, c'est-à-dire avec des plaques au repérage, hein. C'est une technique extrêmement coûteuse, longue. Ce sont des livres illustrés au pochoir à la main par des ouvriers dans des ateliers, les ateliers de Jean Saudet, enfin tous les ateliers de pochoir dont certains ont continué jusque dans les années 50. Et donc on s'aperçoit que c'est en fait une très très grosse production. Donc 4000 éditeurs aussi, et donc bien sûr dans les années 20-30, les grands c'est Cras, Émile Paul, Daragnès, Koulouma qui commence à être imprimeur plus qu'éditeur et qui continuera après la guerre avec une production qui faiblit. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que la guerre fait une vraie cassure, ce qui est légitime à tous les sens du terme, hein, mais aussi une cassure dans l'esprit artistique, et qu'après, avant qu'on revienne aux années 50 et aux artistes qu'on rejoindra avec l'architecture, etc., on s'aperçoit qu'il y a une vraie cassure, que les artistes de l'avant-guerre, que ce soit Gus Boffache, à la Borde, enfin tous les grands, d'Aragnès, baissent en qualité de production et sont un peu dépassés. Et il faut attendre le renouveau des nouveaux artistes des années 50, de l'abstraction, qui eux vont créer, à part bien sûr des monstres comme Picasso, qui est un des plus grands illustrateurs de livres, bien sûr Dali, Picasso, Matisse, Chagall. Est-ce que vous dites va de pair quand on fait l'étude sociologique des collectionneurs, par exemple des collections et de l'art, la période d'entre-deux-guerres, en effet, a été la plus riche au point de vue créativité. Voilà. C'est la seule période historique où les Français ont été quelque peu collectionneurs en plus, donc c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on a des collectionneurs qui sont des vrais collectionneurs. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se lèvent à 6 heures du matin pour aller aux puces, pour aller aux fortifications de Clignancourt, qui vont dans des foires partout et qui achètent ce qui leur plaît, ce qui leur semble bien, qui sont des vrais chineurs, je veux dire, pas des spéculateurs. qui sont les collections. Il y en a aussi, hein, il faut pas se cacher. Je veux dire, et les grands marchands ont aussi été des spéculateurs de leur époque. Mais c'est pas grave, ils créent quelque chose, ils créent une richesse, ils créent un marché, ils créent une richesse sociale, ils créent un échange, et ils entretiennent des artistes. Voilà, qui peuvent vivre. Ce qui est aujourd'hui est devenu beaucoup plus difficile. Absolument. Si on prend le cas de certains grands collectionneurs, on peut citer Parisel, qui était un marchand de boulons et qui a collectionné tous les livres d'artistes, y compris on s'est retrouvé à 6 heures du matin à la foire du livre d'artistes du Zerch, et il achetait des livres à 10 francs, 20 francs ou 30 francs, et des gens qui achetaient les livres de Jeanne Esmin, qui achetaient les livres de Zvi Milstein dont on a parlé tout à l'heure, de gens qui vraiment étaient des artistes et dont on achetait les œuvres parce qu'elles vous plaisaient, voilà. Et Bernard Bois, vous ne connaissez pas, qui est derrière vous, mais qui va non seulement en France, mais aussi en Belgique, acheter des livres partout, et qui a donné une grande collection au musée Rilke en Suisse. Voilà, absolument. Et donc là maintenant, on a des vrais fonds. C'est ce que je disais à Marie-Hélène à la fin de cette bibliographie. Si vous voulez, je suis tombé sur le fonds Sabatier d'Espérant, qui est à Montpellier. Le fonds Sabatier d'Espérant est un fonds cohérent de livres illustrés du début du siècle aux années 50-60, qui représente à peu près 750 livres. Et je l'ai intégré dans ma bibliographie presque à la fin de mon travail, et je me suis rendu compte que j'étais à un taux d'exhaustivité de 95%, ce qui m'a permis de voir que au niveau de la couverture, ça allait à peu près. Mais il y avait encore à cette époque des grands collectionneurs et qui achetaient, si vous regardez le fonds Sabatier d'Espérant, il y a des livres de grands illustrateurs, mais il y a aussi des livres d'artistes inconnus. D'accord, je vous remercie beaucoup. Donc c'est Luc Monod qui
Alors, vous me disiez que l'adresse qu'on pouvait, si on veut, lucmono.com. Oui, oui, ou on cherche sur Google. Et vous cherchez sur Google et vous allez les trouver. Bon, voilà. Très bien. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Et je donne la parole à... Et donc, on pourra continuer ce que vous dites dans le cadre du livre. Avec plaisir. Qui continuera la recherche sur le salon de l'araignée. Alors, je donne la parole maintenant à Kirill Makroff. Alors... Voilà. Alors, sur les peintres, comme vous disiez, voilà. Alors, j'ai repris, c'est de l'émigration, vous disiez pas de l'immigration, j'ai copié, voilà. Hein, bon, alors, je vous écoute. Je ne sais pas, monsieur. Vous appuyez sur ce petit bouton, là, blanc. Voilà. Voilà, tout à fait. Et vous mettez ça vers vous. Voilà, tout à fait. Oui. Et donc, vous avez... Alors, donc, c'est dans le cas du salon de l'araignée ou les peintres de... D'accord. Oui, non. Voilà. Non, je vais surtout, je croyais que ça ira, parler des peintres russes de l'émigration. Est-ce qu'on entend? Oui, non, tout à fait, très bien, oui. Très bien. Et me borner plutôt à des constatations qu'à de grandes digressions sur tel mouvement. Mais je peux répondre aux questions. Alors, oui, on fera après des questions-réponses. Oui. On fera ensuite ça, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, le fait, et ça c'est un fait pour moi d'expérience, parce que je ne suis pas un Parisien, pourquoi c'est russe, et pourquoi c'est russe selon l'araignée, la réponse est très simple. C'est Paris. Parce que c'est Paris. Le poids culturel de Paris, le poids culturel de la France est encore extrêmement important dans notre monde. Je ne parle pas seulement du XXe, mais du XXIe siècle. Alors pourquoi c'est russe? Ça, il y a deux réponses. La première, je l'ai donnée, l'attirance de Paris, capitale des arts et des lettres, ville où il y a de magnifiques musées, des salons ouverts, des ateliers, des modèles faciles à louer, autrement dit, un terreau pour les artistes. Et la deuxième raison, en plus de l'attirance de Paris, c'est évidemment la catastrophe, qu'on peut appeler la grande révolution russe, la grande révolution d'octobre, qui a poussé une énorme vague d'émigration dont, encore une fois, le premier but, peut-être même d'une façon un peu vague, était la France et Paris. Alors, résultat, nous trouvons à Paris une présence russe, jusqu'à maintenant, une présence, et en particulier dans le monde des arts, et un nombre d'artistes, beaucoup parmi les artistes étrangers, beaucoup plus important que les autres étrangers. Je crois que c'est un phénomène qui dure encore et qui est tout à la, je vais employer un grand mot, tout à la gloire de la France, de la culture française. Alors, il y a un caractère qu'il ne faut pas oublier. Je me borne à des constatations. Tous ces Russes sont des émigrés, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent plus retourner dans leur pays comme les Allemands, même les Allemands de Montparnasse, les Américains de Montparnasse, les Roumains de Montparnasse, et ils vont vivre à Paris dans un milieu très riche,
Au point de vue culturel, je vous rappelle qu'il y avait pas seulement des cabarets et des restaurants russes, mais des journaux, des revues, des galeries et beaucoup d'événements. Parmi ces événements, le premier, qui est presque le premier chronologiquement, c'est Diaghilev. Diaghilev et tout ce qu'il a emporté avec lui, comme artiste étranger ou artiste russe. Diaghilev avec Benoît. Alexandre Benoît, qui est un homme que nous dirions d'un autre siècle, partisan de l'art pour l'art, du raffinement, un grand historien, un grand critique d'art qui a secondé Diaghilev et ils sont inséparables dans leur action et dans la présence russe à Paris. Ensuite, pour simplifier encore, il y a les peintres russes. Alors les peintres russes de l'école russe, les peintres russes de l'école de Paris, les peintres russes de l'abstraction. Les peintres russes de l'école russe, entre guillemets, ce sont des peintres qui ont été formés en Russie, solide formation à l'Académie des Beaux-Arts, qui ont participé aux expositions, qui ont été célèbres. Beaucoup d'entre eux ont été célèbres avant d'arriver en France. Il y a des noms peut-être oubliés pour vous, comme Somov, Karovin, Ivanov, dont vous avez parlé tout à l'heure, Miliotti, Tchikhonin, et malgré leur intégration à la Russie et leur carrière déjà commencée, ils ont décidé d'émigrer. Ensuite, dans le même groupe, il y a ce qu'on appelle la deuxième génération du monde de l'art, dont le plus célèbre a été Alexandre Yakovlev, le peintre de la croisière noire, de la croisière jaune. Il y a Grigoriev, Gritchenko, je ne vais pas vous accabler de noms. Il y a les Serebriakov qui ont beaucoup travaillé aussi dans les jeunes dans le livre et qui constituent je dirais le bloc russe, l'école russe. Et alors, la vague a été tellement forte que les peintres qui se sont retrouvés à Paris, évidemment, ont formé des groupes différents. Il y a le groupe dont je viens de parler, qui est Diaghilev et l'école russe. Il y a les peintres juifs de l'école de Paris. Je ne sais pas où ils sont. Et qui font un tout à part. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une très belle exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris, du côté de l'avenue dite de Tokyo, de Wilson, qui s'appelait la part de l'autre et qui montrait la présence de tous ces peintres étrangers, pas seulement russes, à Paris, qui ont formé ce qu'on a fini par appeler l'école de Paris. Alors parmi ces peintres qui font partie de la part de l'autre, il y a beaucoup de juifs russes qui, pour des raisons de numerus clausus, étaient refoulés aux marches de l'Empire, c'est-à-dire qu'ils ont étudié à Odessa, ils ont étudié à Kiev, ils ont étudié à Minsk, à Vilno, mais pas dans les capitales. Et non seulement pour des raisons
politique et évidemment l'attirance de Paris, ils se sont retrouvés à Paris entre eux. C'est le groupe le groupe de la Ruche qui a formé. Alors ça, c'est monsieur, comment s'appelle-t-il, pas Charançal, Valdemar Georges qui les a baptisés École de Paris. Voulant entendre par là, peintre étranger, vivant et actif à Paris. Mais ce n'est pas... Est-ce qu'il y a une autre interprétation qui c'est monsieur Varnaud qui aurait eu cette idée-là, ou ce n'est pas vrai? Varnaud aussi on en a parlé, oui, mais... Oui, qu'il aurait initié cette idée de l'école de Paris. Peut-être que ce sont les deux, en fait. Il y a Valdemar Georges et Varnaud, et puis Charançon aussi. Oui, sans doute les trois, donc c'est pas... Puis alors, un autre groupe que l'on peut diviser en deux, les vieux et les jeunes, c'est les peintres de l'abstraction. Tous ces peintres de l'abstraction, Kandinsky, Malevich et d'autres, et Annenkopf et Chagall, ont tous fait un voyage à Paris avant la Révolution, avant 14. Il était tout à fait normal qu'il le soit. Et qu'il soit venu, je veux dire. Et là, ils ont joué un grand rôle, un rôle d'avant-garde. Je rappellerai le salon tenu par Hélène de Tingen, dont on ne sait pas exactement s'il est entièrement russe ou polonaise ou hongroise, mais ça n'a pas d'importance, et de son compagnon Ferrat, et ensuite Survage. Ils ont financé la revue Les Soirées de Paris, dirigée par Apollinaire, et ont marqué, dès avant 14, les tendances de ce qu'on appelle l'avant-garde. Il y a aussi un phénomène, c'est Marie Vassiliev, qui avait son académie libre, qui était non seulement, qui réunissait des émigrés ou des Russes, mais également des amis de Montparnasse. Elle avait, je crois, organisé un dîner pour Braque, non, à la suite de la blessure de Braque. Parmi les habitués, il y avait Saint-Dras et Léger et Matisse. Un autre salon dont on parle pas beaucoup, je ne sais pas grand-chose, mais il a son importance, c'est le salon de Robert et Sonia Delaunay. Ils ont tenu un salon pendant quelques années au boulevard Malesherbes. Ce sera un autre sujet. Pardon ? Ce sera un autre sujet. Oui, un autre sujet. Merci. Merci. Alors, les peintres de l'avant-garde ont eu la tentation de revenir en Russie. L'exemple le plus célèbre, c'est celui de Chagall, qui est revenu en Russie, qui était pendant la guerre ici, qui est revenu pendant la Première Guerre, revenu en Russie, a dirigé le théâtre national juif, a fait de très beaux décors qui ont été restaurés il n'y a pas tellement longtemps. Ensuite, il y a eu les Pevsner, les frères Pevsner, qui ont signé leur manifeste réaliste, mais qui ne résistent pas à la pression politique du régime, qui reviendront, en tout cas l'un d'eux, à Paris, et qui sera, Antoine Pevsner, sera l'un des fondateurs du Salon des réalités nouvelles. Bon.
Écoutez, il y a parmi les... Si vous le permettez, Pardon ? si vous le permettez, on va revenir sur le sujet des artistes russes avec mademoiselle. Non mais tous les deux, vous allez revenir tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on situe le salon de l'araignée, ce qui n'a pas été fait. Voilà. Alors Marie-Hélène, on va reprendre ensuite. Attendez, je finis là. D'accord, si vous voulez, d'accord. Parce qu'il y a cette abstraction avant 1940 et ensuite ce que certains critiques ont appelé la seconde école de Paris, d'abstraction, qui est le fait de, enfin je cite les noms simplement, de Poliakov, Lanskoï et de Stahl, mais enfin qui ont pris des dimensions universelles presque. Mais je ne vais pas parler je pourrais parler des illustrateurs. Je dirais simplement un mot sur les illustrateurs et sur le salon de l'araignée. Le fait qu'il y ait eu peut-être une centaine de peintres russes qui ont illustré des livres à Paris au cours de cette période, 1920-1940, montre leur adaptation, leur assimilation. Ils sont devenus aussi des Parisiens. Tout à fait, Je crois que c'est un point important, au moins amusant. Oui, parce qu'ils interviennent pas seulement dans le livre illustré de bibliophilie, mais aussi dans le livre d'enfants. Le Père Castor, par exemple, abondamment utilisé les services de Rojankowski, de Nathalie Parrain, etc. Voilà. Alors, on va revenir là-dessus, parce qu'après, il va y avoir des discussions. Donc, Marie-Hélène, vous allez nous situer donc, le Salon de l'Araignée et Gus Boffa, pour que les personnes qui nous regardent comprennent un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. C'est fantaisiste, c'est pas de quoi il s'agit. Voilà. De toute façon, le Salon de l'Araignée est un salon de fantaisistes, donc on était là dans la fantaisie et le désordre absolu. Absolument. On était tout à fait dans la note. Pas si désordonné que ça va. Alors, allez. Oui. Moi, je voudrais vous resituer l'époque parce que je n'ai pas de formation d'historien d'art. Je suis une béotienne totale. Simplement, je suis la nièce de Gus Boffa par hasard puisqu'il a épousé la sœur de mon père. Voilà. Donc, je n'ai pas de lien de sang, rien. Il n'y a rien de lui qui coule en moi. C'est grâce à Marie-Hélène si on s'intéresse à ce sujet parce qu'elle est venue plaider en disant pourquoi oubliez-vous les illustrateurs, ils sont aussi importants que les peintres et les sculpteurs. Alors, j'avais fait une rapide petite présentation, pensais faire une rapide petite présentation du contexte de l'époque. C'est-à-dire qu'on est en 19, on est tout de suite après la guerre. Tout le monde a souffert, c'est épouvantable. On attend d'exploser, de jouer, de rire, de s'amuser, de tout. Paris s'amuse, Paris découvre le jazz. C'est le temps du bœuf sur le toit, de tout ça. Max Jacob se promène avec des petites chaussettes en dentelle et des souliers décolletés, et Pasquine, on le rencontre avec un melon doré sur le sommet du crâne. La réputation de lieu de plaisir de Paris est énorme. Et en fait, c'est la capitale des arts, et ça agit comme un aimant sur les jeunes artistes étrangers, ce que disait M. Macroff tout à l'heure. On les y trouve en masse, soit ils sont en train de fuir des situations politiques qui ne sont pas très faciles, soit ils ont envie de se faire un nom et c'est pour ça qu'ils sont là. Bon, la soif de consommation est immense, il y a beaucoup d'argent, c'est les nouveaux riches qui ont fait leur sous sur la guerre. C'est le règne du champagne et du plaisir, et l'époque favorise le commerce de l'art. Donc il y a énormément de galeries qui se créent. Alors, dans ce contexte-là, on retrouve Gus Boffa. Qui est Gus Boffa? Il est né en 1883 à Brive-la-Gaillarde, au hasard d'une affectation de son père qui était colonel. Gustave Blanchot, alias Gus Boffa, a donc 36 ans à l'époque qui nous préoccupe. Il a été grièvement blessé au Bois-le-Prêtre en décembre 14 et il en garde des séquelles indélébiles. Il a des lourds souliers orthopédiques aux pieds. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Il a 36 ans. Il est plus tellement sexy. Faut voir ce qu'il est. Il a une grosse claudication qui est due à sa jambe droite atrophiée et raccourcie de quelques centimètres. Néanmoins, il a toujours l'allure d'un dandy. Il est très élégant. Il arbore cravate, gilet et pochette blanche.
et son élégance toute britannique tranche sur le look artiste qui est un peu de mise à l'époque. Il faut vous dire que Boffa est un homme charmant, mais qui ne boit pas et qui ne fréquente pas Montmartre. Cela étant, il y a des tas de copains, mais il n'y va pas. Si son physique a trinqué, sa réputation est intacte. Il est considéré comme un artiste exceptionnel par ses pairs et il est connu et apprécié du grand public. Grâce à sa collaboration d'abord aux hebdomadaires satiriques du Rire et du Sourire, dont il a également été directeur artistique, et aussi à ses dessins qui sont parus pendant la guerre en particulier et un petit peu après, dans La Baïonnette, Le Journal, Le Pays de France, dans lequel il cultive un humour qui est quand même pas... qui est peu enclin à suivre l'esprit de patriotisme exacerbé de l'époque. Et il est aussi connu par son activité de publiciste, les affiches Gus Boffa qui sont éditées par l'Office d'art et de publicité, c'est lui. En 1919, Georges Veil, qui est alors directeur de la galerie de Vambès, boulevard Malesherbes, demande à Boffa d'exposer ses dessins. Boffa, qui estime ne pas en avoir assez, lui suggère une idée qu'il juge particulièrement intéressante: grouper et pousser les dessinateurs rescapés de la guerre et fonder à la fois un salon, un journal satirique, une maison d'édition, une librairie et pour finir un bar littéraire. Alors le projet de Boffa vise surtout à aider ses amis. Ce sont les jeunes dessinateurs trentenaires qui, après ces 4 années épouvantables, attendent l'emploi de leur talent, parce qu'ils sont ressortis de la guerre avec les 50 francs, je crois, que l'armée, que le gouvernement leur donnait. Ils n'avaient plus rien, ils n'étaient plus connus. Il leur faut donc tout reconstruire. Ils en ont assez de la guerre, assez des dessins de guerre. Ils veulent maintenant exprimer leur art de façon libre et personnelle et laisser éclater leur fantaisie. Les journaux illustrés ne leur offrent rien de tel. Ils ne peuvent ni exprimer pleinement leur humour, leur sensibilité d'artiste, ils ne peuvent pas faire évoluer leur manière et ils ne peuvent même pas exprimer leur rare intelligence littéraire, ce qui est quand même très dommage. Dans cette première moitié du XXe siècle, il y a beaucoup de salons à Paris et ils sont devenus de vastes foires à la peinture. Mais il est toutefois intéressant de noter que ces salons refusent d'accueillir des illustrateurs comme Chalaborde, Dignimont ou Lucien Boucher, faute de savoir comment les... Voilà, Chalaborde. Faute de savoir comment les classer ou les utiliser. Alors, seule la peinture est considérée comme un art noble. Le dessin passe pour un simple divertissement, à moins qu'il ne soit croquis préparatoire à un tableau. Ce qui est encore pas mal le cas aujourd'hui, parce que pour exposer des dessins, c'est toute une aventure. Quant aux critiques, considérant les dessinateurs, qu'ils soient illustrateurs, humoristes ou publicistes, comme des faiseurs ou des artistes dévoyés, ils les rangent, faute de mieux, sous le label caricaturiste. Bien que selon Boffa, Georges Veil soit un homme capable d'enthousiasme et qu'il aime les arts, en directeur de galerie avisé, il va accepter l'idée du salon, mais pour le reste, il demande à réfléchir. Le premier salon se tiendra à la galerie de Vambès, 43 boulevard Malesherbes, du 8 au 24 mars 1920 et prend le nom de Salon de l'Araignée. En règle générale, tout salon qui se respecte se donne une appellation tout à fait sérieuse, du style Salon officiel des artistes français, Salon d'automne. En ce qui concerne l'Araignée, l'origine de cette dénomination reste inconnue. Bon, on pourrait y voir un clin d'œil des humoristes. Admettons, a priori, un nom est un nom et ça... Bon, on a pris ce nom-là comme on aurait pu prendre le zébu, le scorpion rose ou n'importe quoi d'autre. En quoi consiste le Salon de l'Araignée? L'Araignée est une sorte de club. C'est un groupe hétérogène d'artistes, d'écrivains et de journalistes, d'éditeurs d'une même génération. Un amalgame voulu de tendances dissemblables et inconciliables, résultat d'un individualisme déterminé propre aux artistes.
ce qui, selon Boffa, qui n'en est pas un paradoxe près, est un gage de qualité. Lui-même n'a absolument pas l'intention de se comporter en maître à penser de cette histoire. Il joue plutôt le rôle de catalyseur, ce qui convient parfaitement à son goût de l'indépendance. L'araignée veut innover, étonner, exploiter toutes les ressources de la fantaisie en jouant sur la diversité des formes de la création. On trouve donc à l'araignée, pêle-mêle, du dessin, de la peinture, de la gravure, de la sculpture, l'écriture, l'édition, mais aussi en misant sur l'originalité et l'imagination bouillonnante de ceux qui la composent. Il n'y a qu'à l'araignée que peuvent s'exposer toutes les manières d'expression artistique et que s'effacent les distinctions artificielles établies par les critiques. Dessins, esquisses, gouaches, aquarelles, huiles, poupées et pantins, sculptures en bois ou en ciment, bois gravé, eau forte et lithographie, reliures et même porcelaine peinte. Bernard, je pense à Hermine David qui a exposé des plats en porcelaine peinte à l'araignée. Bijoux et luminaires s'y côtoient tout naturellement. Pour Boffa, il s'agit surtout de donner aux artistes la possibilité de progresser dans une voie individuelle. Cela étant, l'araignée n'est ni une école ni une académie. Seul le hasard et les circonstances du moment conduisent les artistes vers l'araignée. On ne sollicite pas, on n'intrigue pas. Pour exposer à l'araignée, on y est invité, c'est tout. Et esprit foncièrement libre, Boffa rejette tout classement, toute hiérarchie. Un dessin est d'abord un dessin, seul compte l'originalité de la vision de l'artiste et bien sûr son talent. Tout esprit de sérieux, tout dogme est banni de ce groupe. L'excommunication n'y a pas cours. Les égarés ou les fâcheux s'excluent d'eux-mêmes. La répudiation de l'araignée grandit très vite. Pour les jeunes artistes, exposer à l'araignée n'est pas seulement un honneur, c'est aussi une chance. Et le salon ouvre de nombreuses portes. Bon, comme ça, je vais passer. Bon. Pas dire, tu vas parler. Alors, on va parler des 10 salons de l'araignée, je crois. Et puis après, on va Alors, les 10 salons de l'araignée, c'est 1920-1930, et la liste des artistes exposés s'est sensiblement modifiée et allongée. Le deuxième salon de l'automne 20 et le troisième réunissent encore quelques anciens des humoristes et toujours les jeunes, mais c'est en 23 que le salon va marquer un virage considérable. Les dessinateurs humoristes sont partis et seuls Sem et Jules de Paquis restent. On y ajoute des personnalités de l'époque comme Jean Cocteau et puis tous les illustrateurs et rentrent à l'araignée des artistes étrangers comme Julius Paskin qui va arriver, qui entraîne dans son sillage Hermine David, Ion Don qui est roumain, et on va retrouver les grandes dames russes, Sakharov, Olga Sakharov, Marie Vassiliev et Shana Orlov. Malgré la guerre, malgré tout ça, en 24, l'araignée va quand même aller se promener à Mayence, en Allemagne. C'est anecdotique, mais c'est quand même important. On n'a pas de traces de salon, on ne sait pas du tout ce qui s'y est passé. Exit la parenthèse. Les 5e et 6e salons de 24-25 élargissent encore le panel des artistes. On y voit s'y côtoyer beaucoup de nationalités, les Américains comme Barber et Biddle, les Scandinaves Per Krog, le Hollandais Van Dongen, le Japonais Fujita, les Hongrois Vertes Gilzer, le Roumain Isère, Tonio Salazar, qui est un ami de Consuelo Saint-Exupéry, des jeunes talents, etc., etc., etc. On y voit aussi le travail de la relieuse d'art Germaine Schroeder, que je pense que vous connaissez. Et voilà. Les 3 derniers salons font une part formidable aux livres illustrés. On te donne la parole à madame. Tu finis, vas-y. Voilà. Tu verras ça à la fin après. Et puis, en 25, il y a une salle complète qui est consacrée à Jules de Paquis et aussi une salle complète qui est curieusement consacrée au dessin des caricaturistes soviétiques dont va parler Charlotte. Très bien.
Alors je vous remercie, puis on va rebondir après parce qu'on va donner la place au poète, hein, parce que là, donc alors Charlotte Valligora va essayer de vous parler de manière assez rapide, claire, précise, donc une grande difficulté sur cette participation assez inédite et exceptionnelle des caricaturistes soviétiques en 1925 au Salon de l'Araignée. Moi, je me suis intéressée à ce sujet dans le cadre de ma thèse sur la vie artistique russe en France au XXe siècle. Et je voudrais dire deux petites choses. De votre thèse, c'était quoi? La vie artistique russe en France au XXe siècle. Et quelle université? Université de Lille 3. Donc sur un siècle en peinture et sculpture, la réception française accordée à ces artistes de l'émigration. Première chose, l'Araignée est un salon qui est particulièrement représentatif de son temps, des problématiques artistiques de son temps. Ce temps, c'est quoi? C'est 10 ans, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Le premier salon a lieu en 1920, le second salon, le dernier, le 11e, a lieu en 1930. Et les années 20 sont précisément une période passionnante et très intéressante en ce qui concerne à la fois les artistes russes, mais aussi les artistes soviétiques en France. Je crois qu'on peut dire que la présence des caricaturistes soviétiques au Salon de l'Araignée cristallise tout le climat d'une époque. Donc je vais donner quelques repères historiques très brefs pour planter un peu le décor de cette participation soviétique. La révolution russe en 1917 qui bouleverse la Russie, qui va devenir l'URSS en 1922, bouleverse la Russie, mais le monde entier, concerne le monde entier et va bouleverser l'ensemble du tissu des relations internationales. Les relations franco-russes en 1917 bénéficiaient encore du charme de l'alliance militaire de 1893. Conférence d'Araignée et image 1. Donc en 17, les relations franco-russes bénéficient encore du climat de l'alliance militaire de 1893. Un exemple, la baïonnette. Je vais ici parce que moi j'ai pas votre photo. On l'avait, mais excusez-nous, problème technique, continuez parce qu'on va fermer peut-être. Non, là. Non, là. Tout à l'heure on l'a fait. Hein. Excusez-nous, c'est nouvelle technologie, c'est fantastique, mais allez-y, tenez. Pardon. Alors. Elle est là, la baïonnette. Hein. Si, elle marche, mais voilà. Clic de gauche. Bon, continuez, puis on va appeler un magicien qui va essayer de nous sortir. Oui, je voulais ça. vous montrer une couverture je suis désolée. C'est toujours comme ça. De la baïonnette qui avait été illustrée par Gus Boffa et qui datait du 20 juillet 1916, Nos amis les Russes. C'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qu'on va lire jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. On va lire dans la presse française très régulièrement au sujet des Russes, dans les ballets russes par exemple, dont parlait Kirill Makrov tout à l'heure. Nos amis, nos alliés les Russes. C'est quelque chose de très prégnant dans l'esprit français à cette époque. Donc l'avènement de Lénine et la signature du traité de Brest-Litovsk remet encore les accords passés. C'est un grand drame, d'autant qu'on est en pleine guerre et qu'on perd notre Russie alliée et amie militaire, bien entendu. Donc se pose très vite pour l'Occident le problème de la reconnaissance du gouvernement des Soviets et de l'URSS. Alexandre Mitterrand, qui succède en 1920 à Paul Deschanel et qui va gouverner jusqu'en juin 24, va s'opposer très fermement à la reconnaissance de l'URSS en France. En 1924, en revanche, la victoire du cartel des Gauches propulse Édouard Herriot, socialiste, à la tête du gouvernement. Et c'est Édouard Herriot qui reconnaît le 28 octobre 1924 l'URSS de jure. Une des premières conséquences de la reconnaissance française est la participation de l'URSS en 1925 à l'exposition des arts décoratifs. Les personnalités les plus représentatives d'un mouvement qu'on appelle le constructivisme vont être conviées à préparer le pavillon russe de l'exposition internationale qui se tient à Paris. Et ce pavillon va rester le symbole autour de la tour à la 3e internationale de Tatlin, du constructivisme triomphant, constructivisme triomphant, parfaitement idéal pour présenter une image futuriste et moderniste de l'URSS qu'on va de nouveau, enfin peut-être pour la première fois d'ailleurs en France, découvrir. Donc il y a une image du catalogue. Parce que moi je suis pas du tout. Alors. Voilà. Non. Bon bah tant pis. Hein. C'est suivante, voilà.
Voilà, ça c'est le catalogue. Je dois admettre que la première question que moi je me suis posée dans le cadre de ma thèse, la participation soviétique au Salon de l'Araignée m'a vraiment intéressée. Et la première question que je me suis posée, a été de savoir comment cette exposition a été possible, parce qu'elle résulte vraiment d'une initiative privée. Or, toutes les expositions d'art soviétique qui ont lieu en France en 1925, même en dehors de l'exposition des arts décoratifs, sont toutes patronnées d'une façon gouvernementale et toutes s'intègrent vraiment dans le tissu naissant des relations franco-soviétiques. Donc pour la préparation de la participation russe à l'exposition des arts déco, on retrouve quelques archives dans les boîtes d'archives du ministère de l'Intérieur qui sont conservées aux archives nationales. Et j'ai retrouvé un document qui indique qu'il y a un comité qui a été créé en janvier 25, dirigé par toute une intelligentsia très connue en Union soviétique, dirigé par Madame Kamenev. C'est un rapport du 17 janvier 25, où on précise qu'Anatoly Lunacharsky se déplace personnellement afin d'organiser les services de la section soviétique qu'on appelle le comité de propagande artistique. Et ce comité était composé de la danseuse Spesitseva, de l'architecte Melnikov qui érige le pavillon, l'actrice Cooper, le peintre Yakoulov, Mayakovsky quand même, Chaliapin, Gorky et du président de l'Académie des Arts, Kogan. Voilà. Donc, tout fonctionne à cette époque, comme aujourd'hui d'ailleurs dans le domaine des arts, par réseau. Donc, comment cette exposition peut se réaliser au Salon de l'Araignée? Je pense que la réponse se trouve là, par réseau. Et comme vous l'avez dit, Madame Grossos, les premiers artistes russes à exposer au Salon de l'Araignée, qui sont des Russes émigrés, sont Shana Orlov, Olga Zakharov, Marie Vassiliev, à partir de 1924, dans le cadre du 5e Salon de l'Araignée. Ces trois femmes artistes russes se connaissent et M. Makrov a bien expliqué qu'il y avait des groupes artistiques parfaitement différents qui se côtoyaient à Paris, parfois simultanément. Ces femmes artistes russes se connaissent. Marie Vassiliev est arrivée en 1907, Shana Orlov en 1910 et Olga Zakharov en 1912. Donc ces Russes ont participé à ce qu'on a appelé beaucoup plus tard l'école de Paris et l'école russe de Paris, groupées autour de l'Académie Vassiliev. Donc cette Académie Vassiliev a eu une grande activité. Elle était assez proche des groupes judéo-russes de la Ruche, bien que les deux groupements sont parfaitement distincts. C'est une académie qui va avoir une grande activité jusqu'en 1917, date à laquelle Marie Vassiliev est enfermée à Fontainebleau pour une durée de 2 ans, puisqu'elle est suspectée d'être un agent pro-soviétique en France. À partir de 17, il y a eu une suspicion comme ça et une surveillance systématique, toute l'affaire des soldats russes, etc. Bon, il est en tout cas certain qu'elle a été proche des sociodémocrates russes, Lunacharsky notamment. On raconte même que Lénine se serait déplacé à sa cantine au cours de la Première Guerre mondiale alors qu'il était en exil à ce moment-là. Et surtout, on comprend bien ce fonctionnement de groupes russes des années 1910 en lisant les mémoires de Marevna, une autre artiste russe de la même période, qu'elle a publiée en 79 sous le titre Mémoire d'une nomade. Donc, Marevna nous permet de comprendre ce microcosme de Paris dans les années 10, son fonctionnement, ses amitiés et ses sympathies. Et ces sympathies sont toujours valables en 1925. Donc en 1925, justement, elle parle, Marevna, là je cite, de sa participation à l'exposition des Arts Déco. Donc elle explique, bon nombre de mes anciens camarades artistes virent de Russie à cette occasion pour diriger la construction du pavillon russe. Ils m'invitèrent à exposer mes travaux d'artisanat et l'on m'accorda une grande vitrine dans la salle du pavillon. Alors, ce qui atteste que les amitiés en vigueur... Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait recentrer sur le Salon de l'Araignée? Oui. Donc 1925 est l'année de la découverte de l'art soviétique, qui avait été absent jusqu'auparavant en France. Et il faut savoir que les Français connaissaient absolument pas cet art et ne savaient pas ni comment en parler, ni à quoi ça ressemblait. Donc ces caricaturistes soviétiques sont présentés au 7e Salon de l'Araignée, qui a lieu au mois d'avril 1925, à la galerie de Vambès comme toujours. Et parmi 34 exposants, on a des artistes très célèbres en Russie, Nathan Altman, David Sternberg, Lev Bruni, Babitchev, Vera Pestev, Mikhail Sorolov, Vladimir Kozlinski, enfin Alexandre Deneïka, Sergei Gerasimov. Donc l'ensemble de ces artistes vont incarner la tendance constructiviste de l'art russe contemporain après la Révolution et
Une seconde tendance qui émerge à partir de 1922, qui est l'AKHRR, autrement dit l'Association des artistes révolutionnaires en Russie. Alors, si vous le permettez, ce qu'on fera, les photos qui sont actuellement montrées, on les ajoutera sur notre site et vous mettrez avec le nom des artistes de façon à ce qu'on puisse les repérer. Oui, oui, bien entendu. Vous m'excusez, mais là on est court au point de vue de temps. Donc, qu'est-ce qu'ils ont apporté, à votre avis, les peintres russes au Salon de l'Araignée? Alors, écoutez, je vais vous donner ma conclusion directement. Voilà. Je voulais vous montrer cet art donc, qui avait été présenté au Salon de l'Araignée et vous expliquer un certain nombre de choses. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas une exposition de caricaturistes soviétiques, c'est une exposition, une vitrine de l'art contemporain soviétique. Alors, effectivement, l'accent a été mis sur les œuvres sur papier. Ce ne sont que des œuvres sur papier qui ont été présentées. Et la question que je me posais au final, est-ce que cet art est passé pour caricatural aux yeux des Occidentaux? J'avais quelques images à vous présenter. Mais ça, par exemple, je ne crois pas. Cette œuvre-là, ça, c'est une œuvre. Voilà, exactement. Je ne pense pas. Je pense que les Occidentaux savaient. Je pense que ça coïncide complètement avec le cadre esthétique que Gus Boffa a défini au Salon de l'Araignée. Gus Boffa parle sans arrêt de fantaisie comme synonyme de création, en prenant le contre-pied des humoristes, donc de la caricature au sens traditionnel du terme. Et toutes les œuvres qui sont présentées à l'Araignée s'intègrent dans cette dimension esthétique et dans cette définition esthétique. La seconde question, c'était plutôt une question en deux temps. Donc la première, je viens de la dire. La seconde, le titre de la manifestation n'est-il pas un peu donné au hasard pour rendre cohérente l'insertion d'une participation inédite? Je crois que la réponse se trouve ici. Les artistes comme Gerasimov, que vous avez vu, Vera Pestel qui est là, et Alexandre Deneika n'ont jamais été des caricaturistes. Ce sont des artistes peintres qui évoluent à cette période. C'est ce qu'on voit dans les photos qu'on a présentées. Qui évoluent, voilà, à cette période vers un réalisme socialiste qui a été, à mon sens, une réalité esthétique et théorique préexistante. Bon, je vous remercie beaucoup. Donc, non, on va clore là, s'il vous plaît, je vous prie de m'excuser. Mais maintenant, donc je remercie Madame Valigora, Madame Grossos, Monsieur Macroff, Monsieur Luc Monod et François Robichon pour nous avoir parlé du Salon de l'Araignée. Ce Salon de l'Araignée sera donc plus amplement développé dans l'ouvrage qui sera dirigé par Marie-Hélène Grossos dans la collection Art et Art. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout de suite. Merci.